Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette toute nouvelle édition. Quels en sont les titres? Eh bien, les voici dans votre sommaire. Nous rencontrerons Madeleine Badia et nous parlerons de son engagement pour la transition énergétique. Passeport culture, les activités nautiques. Monaco Sculpture, la toute première édition a lieu en ce moment et jusqu'au 2 septembre. L'étape du tour où vivre le mythe de la Grande Boucle. Notre Focus Info sera consacré au Stade Louis II, nouveau camp de base des Bleus. Depuis mercredi et jusqu'à vendredi, nous vous proposons une série de reportages consacrés aux grands témoins de la transition énergétique en principauté. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Madeleine Badia qui tient notamment un restaurant. L'écologie et la transition énergétique font partie de son quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Madeleine Badia multiplie les actions pour réduire son empreinte carbone. Elle privilégie les circuits courts et les aliments sains. J'ai accepté de sortir de ma zone de confort, ce qui est très compliqué à faire, pour aller vers des gestes au quotidien qui sont un peu plus en adéquation justement avec l'environnement aujourd'hui. Ça passe effectivement par rouler en triporteur comme vous m'avez vu ce matin, aller faire mon marché parce que je veux offrir à ma clientèle des choses, des produits frais. Donc je suis allée chercher des herbes fraîches, de la salade fraîche, des fruits rouges. Bien sûr que le gros de ma production, de mes produits n'arrive pas du marché local. J'ai un distributeur puisque je passe quand même plusieurs palettes de fruits et légumes par semaine. Donc j'ai un distributeur qui se trouve à Grasse, qui me distribue des produits d'abord locaux et ensuite qui viennent d'Italie ou d'Espagne, c'est vrai. Mais ça reste quand même des produits bio, certifiés. Et la démarche de Madeleine Badia repose aussi sur la sensibilisation. Elle propose ainsi à sa clientèle de contribuer à la préservation de la planète à travers plusieurs gestes simples mais durables et efficaces qu'elle présentait d'ailleurs il y a quelques jours aux premières rencontres de la mission pour la transition énergétique. Lorsque j'ai ouvert mon premier bar à jus en principauté, en 2012, j'ai tout de suite fait le choix de matériaux éco-responsables, biodégradables et ainsi de suite. Et donc j'ai banni pratiquement à 90%, j'ai banni le plastique d'entrée de jeu pour prendre des ustensiles en pulpe, en fibre de riz, en pulpe de maïs. Aujourd'hui, j'aimerais inciter mes clients à venir soit avec leur contenant, en verre ou tout autre, même en plastique. Un plastique qui est réutilisé plusieurs fois, de toute façon, polluera moins qu'un contenant biodégradable qui va être utilisé en une seule fois. Donc aujourd'hui, nous avons des alternatives en bouteille pour les jus, les smoothies, mais aussi les barquettes salades, des couverts qu'on peut réutiliser en inox. Donc on a investi dans des petits kits en couverts qui peuvent être réutilisés. Bien sûr, il faut les laver. Mais bon, c'est pas grave. Madeleine Badia le confie, la transition énergétique et la protection de l'environnement peuvent s'inscrire peu à peu dans le quotidien. Le changement n'est pas radical du jour au lendemain. Moins d'une semaine après les célébrations liées aux 50 ans de l'homme sur la Lune, il faut se dire qu'un petit pas écologique pour l'homme sera de toute façon un grand pas pour l'humanité. Et nous allons rester dans la thématique environnementale en prenant la direction cette fois-ci du musée océanographique où une signature a eu lieu jeudi matin. L'occasion de poser quelques questions à Bernard Fautrier notamment. C'est une étape très importante pour The Med Fund, le mécanisme financier qui a été créé pour soutenir le développement et la bonne gestion des aires marines protégées en Méditerranée, puisqu'il s'agit d'une convention signée avec l'Agence française de développement, qui porte sur un montant très substantiel, puisqu'il est de 4 millions d'euros, qui seront capitalisés dans le fonds fiduciaire qui a été créé et qui produiront des revenus qui serviront à l'objet même que j'indiquais, c'est-à-dire de soutenir les aires marines protégées en Méditerranée. Ça nous permet d'avoir un volume de capital très substantiel. Nous avions déjà quelque chose compte tenu des apports qui avaient été faits par le gouvernement princier, par la fondation, des apports venant d'un certain nombre de fondations, des versements réguliers qui sont faits, notamment
par une institution qui nous est chère et qui nous héberge aujourd'hui, qui est l'Institut océanographique, puisque une petite part de chaque billet d'entrée fait l'objet d'un versement au fonds fiduciaire. Est-ce qu'il était important à vos yeux d'apporter, j'allais dire, cette contribution ? C'est de notre point de vue tout à fait essentiel parce que la Méditerranée, c'est un écosystème fragile qui représente plus de 10% de la biodiversité marine mondiale. Donc c'est quelque chose de conséquent avec des facteurs de pression considérables. Et donc l'AFD qui apporte une contribution significative à la préservation des écosystèmes de par le monde s'engage aux côtés de Medfund donc, pour pouvoir financer les aires marines protégées de Méditerranée. Et vous allez apercevoir de nouveau le musée océanographique dans le reportage qui suit et qui est consacré aux activités du passeport culture, activités nautiques. Sachez qu'au total, une quarantaine de disciplines et d'activités sont proposées tout au long de l'été aux jeunes de la Principauté. Reportage signé Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Qui veut faire kayak et qui veut faire avion? Ils ont entre 11 et 25 ans, sont monégasques, résidents ou scolarisés à Monaco et ont obtenu leur passe sport-culture auprès du Centre d'information de l'éducation nationale, le CIEN. Parmi les nombreuses activités sportives ou culturelles proposées dans ce pass, près d'une cinquantaine, ces jeunes ont choisi l'aviron et le kayak. Ils étaient une vingtaine le jour du tournage. L'aviron et le kayak sont dispensés par la Société nautique les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h. On essaie de leur faire découvrir les deux formes de pratique. L'aviron dans un premier temps et le kayak pour ceux qui désirent. Et après, en fonction de s'ils reviennent les autres semaines, on peut échanger les formes de pratique. Ce qu'on fait kayak passe en aviron, ce qu'on fait aviron passe en kayak. Le but, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils s'amusent entre eux et que s'ils ont envie, ils viennent essayer l'aviron en septembre lorsque le club réouvre. Après avoir choisi son embarcation, c'est parti pour un peu de fraîcheur en cette période caniculaire. C'est une activité marine, donc ça veut dire que comme il fait chaud déjà, ça nous occupe et ça rafraîchit. On est en plein air, ça fait du bien de sortir. Aussi on peut se baigner et c'est le passeport culture qui le propose. Donc avec ça on est tranquille et je suis aussi avec ma sœur. Donc on peut faire une activité ensemble. On n'a pas ça tous les jours, le sport comme ça, et ça pourrait nous aider à faire d'autres sports, peut-être des idées pour l'année prochaine. Et du coup, j'aime bien ça. Autre activité nautique, toujours dans le cadre du pass sport culture, il faut changer de port. Pour aller à celui de Fontvieille, le Roca Jet Club propose des balades en jet ski pour les 14-25 ans. Ce qu'on essaie d'inculquer aux enfants, aux jeunes en tout cas, c'est le plaisir de la mer, de naviguer en mer à bord d'un jet ski. Donc on leur explique un petit peu les rudiments et puis ensuite on les amène sur l'eau et puis pour certains, ils ont la chance de pouvoir piloter aussi. Des initiations de jet ski sont proposées derrière un moniteur pour les moins de 16 ans, tous les mercredis de 9h30 à 13h30, ainsi que des randonnées seules sur l'appareil, mais toujours entourées d'un professionnel pour les plus de 16 ans. C'est cool parce qu'ils nous laissent un peu aller vite quand même, ils nous laissent faire ce qu'on veut en quelque sorte. On peut faire des virages à droite à gauche, on n'est pas obligé d'être tout droit derrière eux, de les suivre tout pile et tout ça, quoi. Ils nous laissent un peu de liberté, c'est bien. Honnêtement, c'était magnifique. Les jet skis sont assez rapides quand même. Parfois il y avait des vagues, je les prenais, j'accélérais un peu, c'est vraiment fantastique. Aviron, kayak, jet ski et bien d'autres activités sportives et culturelles. Chaque détenteur du pass sport culture possède une carte nominative qui lui donne accès à toutes les activités durant cet été, moyennant un forfait de 50 € pour le mois. Il reste encore des places. Place à présent à une découverte et à une nouveauté. Monaco Sculpture, la toute première édition, est proposée du côté des hôtels de la SBM avec Arcurial. Voici notre reportage. Il s'agit d'un musée à ciel ouvert tout au long de l'été et c'est une première. Arcurial propose avec la Société des Bains de Mer de vous laisser surprendre par les réalisations d'Armand, Cauze, César, Kissaring, Dali, entre autres. Ce parcours a bien sûr un nom, Monaco Sculpture. Comme nous sommes aussi des grands spécialistes de l'art moderne et contemporain, on se disait que c'était dommage de ne pas faire quelque chose aussi à Monaco, d'où cette idée de la sculpture qui évidemment dans cet environnement extraordinaire pouvait être l'écrin idéal pour développer une vente qui n'existait donc pas avant, qui n'existe d'ailleurs pas plus à Paris, mais que l'on voulait spécifique, faite pour Monaco, dans Monaco, à la fois intérieur et extérieur. Donc on s'est dit, essayons de sélectionner un certain nombre de sculptures. Ça a pris 6 mois de rencontres avec des collectionneurs qui ont dit, tiens, le projet est intéressant, on vous confie notre pièce. Voilà, et donc ce sont une 60aine de sculptures que nous avons pu réunir, certaines d'extérieur qui sont donc disposées toutes dans les différents établissements de la SBM, et puis d'autres qui sont des sculptures d'intérieur. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, 120 années pratiquement de création de sculptures.
dont celle d'Armand, qui est formidable parce que d'abord c'est une pièce unique, spectaculaire, et qui avait été faite pour le restaurant Le Cirque. Le Cirque a été ce restaurant emblématique de l'Upper East Side à New York. Voilà, et donc c'est cette pièce que nous avons récupérée, qui a une très très jolie histoire, en plus d'être une belle réalisation. Et puis le cirque, évidemment, c'est aussi Monaco, donc c'était un clin d'œil intéressant. J'espère qu'il sera compris comme tel par les collectionneurs. One Monte Carlo donc, mais aussi Hôtel Hermitage, Hôtel de Paris, Monte Carlo Bay et Monte Carlo Beach. Les sculptures grand format se dévoilent et se découvrent un peu partout, sans oublier les terrasses et jardins du casino. Oui, alors là, on est un peu tout au fond du jardin devant le casino. C'est un peu un endroit caché puisque personne ne le voit très bien. Et finalement, en mettant ces sculptures de Philippe Ikili, donc qui s'intitule Girouette parce qu'elle tourne au gré du vent, on fait venir en fait un public qui redécouvre cette place. Et c'est aussi l'idée de notre projet de faire venir les Monégasques dans des endroits qu'ils connaissent peut-être un petit peu moins. Et sachez pour terminer que ces sculptures ont été mises aux enchères le 19 juillet dernier. Les estimations dépassaient le 1 million d'euros. L'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. Passionné de peinture et en même temps de capoeira, l'artiste français Henri Lamy a décidé de mixer les deux et voici le résultat de son art. Il est en résidence à la galerie GM Design au Larvoto jusqu'à vendredi. Vous pouvez y découvrir son travail avant qu'il ne s'exerce ailleurs lors d'autres expositions comme aux Philippines, à New York et Singapour. Et nous allons ouvrir à présent une page sportive avec tout d'abord le Tour de France qui s'achève dimanche. Et chaque année, Amaury Sport Organisation propose aux cyclistes amateurs de vivre une étape du Tour de France en avant-première. Cette année, un Monégasque est monté sur le podium. Il s'appelle Antoine Berlin, il a 29 ans. Retour sur sa participation dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Vivre le mythe de la grande boucle sur les mêmes routes du Tour de France, c'est la promesse que tient l'étape du Tour depuis 1993. Un événement dans l'événement qui s'est déroulé dernièrement entre Albertville et Val Thorens. Un parcours de 135 km marqué par 3 ascensions auxquelles se sont mesurés plus de 12 500 coureurs amateurs, hommes et femmes. Parmi eux, Antoine Berlin. Après avoir pratiqué l'athlétisme à haut niveau, le Monégasque s'est mis au cyclisme il y a 2 ans. 10e lors de la dernière édition, l'objectif cette année était de se rapprocher des toutes premières places. Il signe une belle 3e place, synonyme de podium. Plutôt content de cette 3e place, plutôt satisfait. C'était mon objectif de la saison parce que voilà, l'étape du Tour, c'est la course la plus prestigieuse pour tous les amateurs du monde cyclosportif. J'en avais fait mon objectif comme ça chaque saison depuis que j'ai démarré le vélo il y a 2 ans maintenant. Et donc ouais, plutôt satisfait de cette 3e place, une course vraiment très très difficile dès le départ. Donc c'était 133 km et 4800 mètres de dénivelé. Et donc j'ai été en tête de course tout le long, sauf dans la dernière descente, donc juste avant le dernier col où j'ai perdu contact avec la tête de course. Je me suis retrouvé 25e au pied de Val Thorens, donc de la dernière ascension. Et j'ai réussi à remonter chaque concurrent un par un pour à un moment arriver 2e. Mais j'ai pas réussi à rattraper le premier et j'ai quand même réussi par contre à sauver le podium et ça j'en suis plutôt satisfait. Les organisateurs mettent les amateurs dans les mêmes conditions que les professionnels, village du Tour, route fermée dédiée uniquement aux cyclistes. Albertville-Val Thorens est l'une des étapes les plus dures du Tour de France. La dernière étape alpestre de la Grande Boucle, forcément, ça laisse des souvenirs. Ce qui m'a le plus marqué au-delà de l'aspect sportif et de la difficulté du parcours, et ça c'est une dimension qui est assez plaisante dans le vélo, c'est que c'est la beauté des paysages. Même si on fait la course, on n'a pas le temps de tout le temps voir et de jeter et de lever la tête. On peut quand même profiter de paysages extraordinaires de montagne. En haut de Val Thorens, on a 2800 mètres d'altitude, ce qui nous donne un plan de vue extraordinaire. Mais voilà, donc au-delà des paysages qui m'ont énormément marqué, c'est vraiment la difficulté de l'épreuve avec une dernière montée de 35 km très très difficile. On a déjà fait 20 km et on est à peine à la moitié. Et donc c'est surtout une approche très mentale qu'il faut avoir pour pouvoir arriver au bout. Et il y a eu plus de 10 000 arrivées, mais quand même pas mal d'abandon, mais ce qui est normal vu la difficulté de l'épreuve.
Vainqueur du Santini Grand Fondo Mont Ventoux en juin dernier, Antoine Berlin impressionne et ne compte pas en rester là. Le coureur de la Chadam Cycling Team est engagé sur la haute route, l'une des plus prestigieuses courses cyclosportives à étapes. Sport toujours, à 2 mois de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu au Japon, le 15 de France a délaissé quelque temps son camp de base à Marcoussis, direction le sud et plus particulièrement le stade Louis II. Benjamin Belay a pu suivre le 15 de France ici en Principauté. Il s'agit de votre Focus Info. Oubliez les cages de football et le tracé des surfaces de réparation, place aux 22 mètres et au but en forme de H. Depuis une semaine, le stade Louis II vit au rythme du ballon ovale. À l'approche de la Coupe du Monde qui se déroule au Japon à partir du 20 septembre, le 15 de France a choisi Monaco pour se préparer le temps d'une semaine. S'entraîner dans une enceinte mythique comme celle-ci ne laisse pas de marbre les rugbymen. Je venais voir des matchs, je suis venu peut-être 5-6 fois ici voir des matchs, donc aujourd'hui de s'entraîner dans des stades comme ça, mais après c'est toujours pareil, on joue au Stade de France, on joue au Vélodrome, on joue au Stadium, donc c'est des stades de foot aussi, donc maintenant on a un peu pas l'habitude, mais c'est toujours un plaisir de s'entraîner dans des conditions comme ça ou de jouer dans des terrains comme ça. Après oui, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune que je faisais 2h30 de voiture pour venir voir les matchs, c'est toujours un bon souvenir. En quittant leur camp de base de Marcoussis, le staff tricolore souhaite se rapprocher des fortes chaleurs du Japon. Ce stage permet également de changer d'air car la préparation a commencé pour certains dès le 25 juin. Ça nous fait couper un peu, surtout qu'à Marcoussis, voilà, on n'est qu'entre nous, voilà, on a toutes les infrastructures pour être bien, mais voilà, on ne voit pas grand monde, voilà, les journées sont quand même toutes les mêmes, donc ça fait du bien de couper et de changer un peu d'air. Ouais. Sous les yeux du sélectionneur Jacques Brunel, les 37 joueurs enchaînent les petits exercices sur des thèmes précis, comme le plaquage ou la réception de chandelles. Second temps fort de l'entraînement, avec Fabien Galtier, futur sélectionneur à la manœuvre, les Bleus réalisent 6 séquences de 7 minutes sans interruption. Un travail éreintant mais nécessaire pour tenter de rivaliser avec les nations de l'hémisphère sud. Dès leur premier match, les Français affrontent l'Argentine et son rugby fait 2 mouvements. Ils nous ont dit que c'était les 3 journées les plus dures de cette préparation. Il y en aura sûrement d'autres avec les contacts dans le futur, mais forcément là on se concentre sur ces 3 journées qui seront très intenses au niveau de la quantité, de la qualité aussi de travail. Donc voilà, on a bien régénéré pendant ce week-end, pendant ce dimanche où on était off pour être prêt à encaisser ces séances très intenses. Pour ce faire, plus de 12 tonnes de matériel, principalement pour le fitness, ont été acheminées. Le 15 de France, c'est un groupe de 37 joueurs accompagné d'un staff de 23 personnes. Alors un stage comme celui-ci se prépare et aucun détail n'est laissé au hasard. Les contacts ont été pris, je pense, entre les autorités il y a quelques mois. Et la Fédération monégasque a beaucoup échangé avec la FFR, notamment avec M. Rossigneux, qui est on va dire le manager. Et donc en amont, on a prévu, notamment le gros du travail, c'était avec le stade. Il y a eu beaucoup de camions, beaucoup de manutention. Et donc on a tout mis sur la piste. Et comme ça, ils ont une unité de lieu entre la muscu et le terrain. Et je pense que c'est des conditions de travail qu'ils demandaient. Après 4 heures d'effort, les joueurs peuvent souffler. C'est le moment de partager avec le public. C'est important parce qu'on est un peu enfermé depuis 15 jours, on ne se rend pas compte et voilà, on va participer à un gros événement du rugby, donc c'est toujours très important de se sentir soutenu. C'est bien vu qu'ils sont pros, ils sont forts et ça fait plaisir de les voir. T'as bien aimé l'entraînement? Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu? Dès qu'ils ont fait les petits matchs. T'as un joueur préféré là parmi le groupe de France? Oui, c'est Antoine Dupont. Monaco, c'est pas le premier sport, c'est pas le rugby, mais on a vu avec les dirigeants ici que ça commence à marcher pas mal, ils arrivent à ramener du monde, donc c'est bien que l'équipe de France soit soutenue partout, même en Principauté. Je pense qu'ils en ont besoin, et pour nous aussi ça fait plaisir de les voir. On est tous tremblants. Vous avez un pronostic pour la réussite? On la gagne. Ils sont venus nombreux en plus, donc c'est important de pouvoir le partager avec eux, de pouvoir... ils ont assisté à un entraînement qui était vraiment dur aujourd'hui, donc
Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui nous suivent et qui sont là pour nous encourager. Moi je suis juste en vacances, donc ça fait encore plus plaisir parce que normalement j'habite à Strasbourg. Et là du coup ils sont là en même temps, c'était même pas prévu à la base. Donc, ouais, forcément ça fait plaisir parce que ça fait un mois qu'on est un peu à l'écart de tout et qu'on ne croise pas trop de gens, donc d'avoir un peu de soutien à l'entraînement alors que sous la chaleur et quand c'est dur aux entraînements c'est sympa. Ça fait plaisir effectivement de pouvoir croiser le public, c'est toujours agréable. Après, est-ce que ça nous fait récupérer plus vite, je sais pas. Très bien, vraiment, je suis passionnée depuis 7 ans et du coup, ça me met des étoiles dans les yeux. La présence des meilleurs joueurs français est une aubaine pour le club de rugby de l'AS Monaco, avec plusieurs centaines de licenciés et une équipe fanion qui vient d'accéder au 3e échelon du championnat de France amateur. Le club est en pleine croissance et compte bien attirer de nouveaux venus grâce à l'événement. En tant que président de club, c'est effectivement ce dont on rêve, au-delà des résultats de l'équipe senior de l'ASM. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, recevoir l'équipe de France à un mois de la Coupe du Monde, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. On espère effectivement que ça va sensibiliser les jeunes du bassin et leur montrer qu'il y a d'autres alternatives à d'autres sports et que le rugby peut permettre à certains enfants de se régaler dans ce sport-là. Solidarité, respect, don de soi, le rugby est un sport de valeur, formateur pour les plus jeunes. C'est également sur ces fondations que le 15 de France devra s'appuyer pour réussir sa Coupe du Monde. Pouvons-nous espérer une petite baisse du côté des températures? Voici à présent vos prévisions météo. Vendredi, la journée sera largement ensoleillée. En revanche, les températures commencent à baisser un tout petit peu, laissant présager la fin de la canicule. Il fera de 24 à 29 degrés à l'ombre. Samedi, la journée sera beaucoup plus nuageuse. Prévoyez des averses, voire même des orages dans l'après-midi. Les températures sont toujours en baisse, comptez de 21 à 26 degrés. Dimanche, un temps très éclairci, nuages et averses de pluie. Les températures varieront de 20 à 24 degrés. Et enfin, pour le début de la semaine prochaine, le soleil jouera de temps en temps à cache-cache avec les nuages. Mais les journées devraient être globalement sympathiques et les températures oscilleront entre 21 et 27 degrés. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.